Quand je me retourne sur mon passé, je vois qu'il est jonché de centaines de morts et de plusieurs drames. Mais de notre côté, j'ai une vie extraordinaire, avec un travail d'équipe remarquable. Et ça n'a pas de prix. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé, bonjour, bienvenue. Très content de partager cette heure en votre compagnie et nous allons consacrer cette émission à la médecine d'urgence. Je reçois un électron libre ce matin et il va certainement nous expliquer comment on peut être un électron libre en étant militaire de carrière. Claude Fuyla, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, j'étais pour être précis militaire de carrière, je ne suis plus. Mais vous dites que vous avez toujours été un électron libre. Ah oui, particulièrement. Comment on fait pour faire une carrière dans l'armée en étant électron libre ? Parce que là c'est quand même pas du tout faut avoir le sens de l'ordre établi. Ah ben c'est un peu non, c'est pas un problème. D'abord, il faut revenir à l'origine. Comment je me retrouve médecin militaire, et à partir de là, on peut comprendre un tout petit peu. Moi, je suis d'une famille très modeste. Lorsque je passe le bac... Alors, vous aviez un père qui était décorateur aux Dames de France. Tout à fait. Et une mère qui faisait des ménages dans les écoles. Tout à fait. Vous avez bien lu le livre. C'est bon, très ça, c'est le début. C'est pas... Donc, et il y en a pour plus de 300 pages. Donc, oui, c'est le début. Mais il faut bien commencer à expliquer pourquoi, en fait, je deviens médecin militaire et médecin des pompiers de Paris. Pour moi, lorsque j'étais lycéen, je n'étais pas particulièrement militariste. En plus, c'était quelques années peu d'années après mai 68. L'armée n'a pas l'aura qu'elle a actuellement. C'était une armée de caserne, on va dire, pour faire simpliste. C'était pas forcément, ça attirait pas forcément les jeunes futurs étudiants. Mais il s'avérait que les études étaient payées, et puis surtout, on était payé pendant les études, on était complètement indépendant de ses parents. Moi, mes parents étant d'origine modeste, je ne voulais pas qu'ils participent, qu'ils financent des études, sacrifient pour faire des études de médecine. Et donc, paradoxalement, j'ai fait des études de médecine dans l'armée pour être libre de ne rien devoir à mes parents. Non pas que je n'aimais pas mes parents, mais je voulais absolument pas que mes parents se sacrifient. Donc ça, c'est la première marche qui explique cette notion d'électron libre. Voilà, et vous avez fait une partie de votre carrière dans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui sont des militaires. Tout à fait. Alors, tout le monde ne le sait pas forcément. Ça. Oui, alors ce sont des militaires un peu spéciaux, dans le sens, alors ils sont d'abord complètement militaires par leur statut, mais ils sont militaires... C'est un budget spécial, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont complètement hors budget des armées. D'abord, ils sont militaires pour deux raisons. Un, leur mission, elle est essentiellement civile, comme tous les sapeurs-pompiers de France. Et deuxièmement, ils sont hors budget des armées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 euro du ministère des Armées qui paye les pompiers de Paris. C'est un budget qui est géré par la préfecture de police, où chaque commune met un petit peu à la poche, et l'État aussi, le ministère de l'Intérieur, et donc la BSPP est hors budget des armées. Votre spécialité, c'est anesthésiste réanimateur. Tout à fait, et, j'ai la double spécialité d'anesthésie-réanimation et de médecine d'urgence, pour être précis. Et historiquement, le service médical des sapeurs-pompiers de Paris a toujours été à la pointe de la médecine d'urgence préhospitalière. Mais c'est ce qu'on ne sait pas non plus. Non, parce qu'en fait, c'est une petite unité. Moi, lorsque j'étais médecin-chef de la brigade, quand on me disait quelle est la différence avec les SAMU, d'abord, je commençais à parler des SAMU, dans tout le bien que je pensais de ce service qui existe depuis maintenant le début des années 70. Et à la fin, je disais, le service médical d'urgence de la BSPP, c'est comme les SAMU, mais avec un petit plus en plus. Un petit plus de la rigueur militaire, de moyens à disposition extrêmement importants quand même, potentiellement, et ce qui permet de faire d'abord des progrès technologiques et ensuite des progrès dans les concepts. Est-ce que finalement ça a changé le SAMU, ça a changé votre façon de travailler ? Est-ce que ça a changé quelque chose de les voir se développer ? Alors, SAMU, c'est le 15. Le SAMU, c'est le 15. Les pompiers, c'est le 18. Tout à fait, oui. Alors, la particularité des sapeurs-pompiers de Paris, elle est triple. Premièrement, c'est une unité militaire. Alors, petite histoire, c'est militaire depuis Napoléon. Exactement depuis le décret du 18 septembre 1811. Et pourquoi Napoléon a militarisé les pompiers ? Parce que lorsqu'il s'est marié, pour son deuxième mariage avec Marie-Louise d'Autriche, il y avait une réception dans l'ambassade d'Autriche, il y a eu un incendie, beaucoup des convives, et notamment de mémoire la belle-sœur de l'empereur est morte brûlée vive,
Et apparemment, les gardes-pompes communaux n'ont pas été à la hauteur. Et Napoléon, qui a été un peu intempestif, a révoqué tout le monde et a militarisé le corps. Donc ça, c'est la première spécificité. C'est donc un corps militaire qui a une action de sapeur-pompier. Mais il y a une deuxième ville en France qui est dans le même cas, c'est Marseille, avec les marins-pompiers, pour des raisons un peu similaires, beaucoup plus tard. De mémoire, c'est en 1838 que ça s'est joué. Mais là n'est pas le propos. Les pompiers de Paris, une deuxième spécificité, ce ne sont pas des pompiers qui ont une compétence départementale, comme tous les autres services départementaux d'incendie de secours, mais une compétence régionale, puisque les sapeurs-pompiers de Paris ont la responsabilité de Paris et de la Petite Couronne. Et pour les Parisiens, pour être précis, grosso modo, de Roissy à Orly. Et puis enfin, la troisième spécificité, c'est qu'on peut considérer qu'il y a un SAMU intégré aux sapeurs-pompiers de Paris. Donc en pratique, dans ces 3 départements, vous avez les SAMU blancs, qui sont le SAMU de Paris, le SAMU 92, 93 et 94, et le service médical d'urgence de la BSPP. Et chaque entité a à peu près une force équivalente, c'est-à-dire de mettre en opération environ 8 équipes de réanimation et de faire à peu près le même nombre d'interventions médicalisées sur leur territoire. À la différence près que chaque SAMU n'intervient que sur son propre territoire, sauf en cas de renfort, alors que la BSPP intervient sur tout l'ensemble du territoire. Bien, pour expliquer, pour ceux qui nous écoutent, vous êtes aujourd'hui en France le médecin urgentiste qui a probablement aucun équivalent déjà en termes de plan rouge. Je pense qu'il n'y en a pas, puisque donc, le plan rouge sont des plans spécifiques. Vous en avez connu 32, exactement 32. Voilà, plus de 30. Et les plans rouges alpha, vous en avez connu? Alors, premièrement, c'est moi qui l'ai créé. Enfin, la partie médicale, c'est moi qui l'ai créée. Enfin, qui l'ai créé. Bien sûr, c'était moi qui étais à la tête d'une commission qui a créé ce plan rouge alpha, mais en grande partie, c'était moi qui en suis à l'origine. Le plan rouge alpha, c'est le plan rouge qui a été mis en place le soir du 13 novembre. Donc, premièrement, c'est moi qui suis à l'origine. Alors, quand on dit le 13 novembre, c'est le 13 novembre 2015. C'est le Bataclan. C'est le Bataclan pour être précis, mais il n'y a pas eu que le Bataclan, puisqu'il y a eu le Bataclan, il y a eu le Stade de France et les terrasses. Et la deuxième chose, à cette époque-là, je n'étais plus à la BSPP depuis un certain temps. J'avais un emploi ministériel, mais on pourrait y revenir. Mais pour garder un petit peu la main, moi je suis médecin, pour garder la main, je continuais à faire des gardes au SAMU de Paris. Alors cette nuit-là, je n'étais pas de garde. J'étais de garde pile une semaine auparavant. Et j'étais allé voir un film que je conseille à beaucoup de gens, qui est un film extraordinaire, qui est très vieux, qui est un film qui s'appelle Le Conformiste, qui est un film qui est issu d'un livre d'Alberto Moravia, qui est un film extrêmement bien joué. Et il est repassé dans un vieux cinéma du quartier latin. Et à 21h30, je sors de ce cinéma. Moi, à mon époque, ma famille est encore en Afrique. Je suis donc... au Congo? Non, au Gabon. Au Gabon. Et je me pose la question, est-ce que je vais manger une croûte dans le quartier latin ou je rentre chez moi? Et puis j'ai un peu la flemme et je dis, bon, je rentre chez moi. Et à l'époque, en 2015, Internet ne passe pas dans le métro. Donc je rentre dans le métro, et moi j'habite dans le 15e arrondissement. Et à partir de la station Pasteur, le métro devient aérien. Et là, mon téléphone capte et je vois explosion au Stade de France et fusillade dans Paris. Donc, vu mon ancien métier, je suis curieux. Et je m'aperçois qu'en fait, les bilans s'aggravent de minute en minute. Moi, j'habite à côté du centre de régulation du SAMU de Paris. Je m'y rends pour aider la cellule de crise. Et là, je fais différentes actions qui sont expliquées dans le livre. Donc, non seulement le plan rouge alpha, donc je l'ai créé, mais j'ai participé à la salle de crise, pas sur le terrain certes. Malheureusement, d'ailleurs, un petit peu, parce que quand on crée... Mais en fait, vous expliquez qu'en fait, vous regardez votre successeur gérer la crise. On détecte quand même peut-être un peu, pas de nostalgie. Alors, c'est pas morbide, mais vous savez, quand vous créez quelque chose et que ce quelque chose se met en place une quinzaine, puisque le plan rouge alpha est créé à la suite de l'attentat de Londres, qui est en 2005. En 2005, on va revenir comment il s'est créé tout simplement. C'est assez logique. 2004, il y a l'attentat de Madrid. 2005, donc mars 2004, attentat de Madrid. Donc, plusieurs blessés, il y a 10 bombes dans 4 trains madrilènes, donc il y a 200 morts, 200 blessés graves, 2000 blessés, c'est un attentat majeur.
Et à ce moment-là, il n'y a pas trop d'électrochoc. Bien sûr, il y a un électrochoc sur l'attentat, mais sur les services de secours, bien sûr, prennent en compte ceci, mais ne prennent pas toute la mesure de ce qui s'est passé. Et un an après, à peine un peu plus d'un an après, début juillet 2005, l'attentat de Londres, dans le métro de Londres et dans un bus, un petit peu moins grave, je dirais, de mémoire, une cinquantaine de morts, à peu près un nombre à peu près équivalent de blessés graves et de nombreux blessés. Donc là, on se dit, le matin même, le général commandant des pompiers de Paris m'appelle et il me dit, on fait une réunion dans mon bureau, c'est grave, il faut qu'on réfléchisse, parce que le troisième, ce sera pour nous. Voilà. Et donc là, on se met autour de la table, on réfléchit sur plein de choses. Et on est tous d'accord dessus qu'il faut aller voir ailleurs comment ça se passe. Alors, on décide d'aller à 2 endroits. D'abord d'aller en Israël parce qu'il y a beaucoup d'attentats. Donc, on sera en Israël, le général commandant la brigade, le colonel Gallet qui deviendra ensuite le général qui commandait la brigade lors du feu de Notre-Dame, et moi-même. Et là, on est très intéressés par ce qu'ils nous disent, notamment sur ce qu'on appelle le damage control, c'est-à-dire l'évacuation rapide. Mais on est un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas connu d'attentats majeurs. Il y a beaucoup d'attentats, mais pas d'attentats majeurs comme à Madrid avec 200 morts, 200 blessés graves en même temps, quoi. Et on avait lancé, heureusement, une deuxième mission en Espagne, à Madrid, pour l'analyser. Et donc, on part secondairement à Madrid. Alors, pourquoi à Madrid ? Parce que d'abord, l'attentat était plus grave qu'à Londres, beaucoup plus grave. Moi, ensuite, je suis catalan, donc j'ai une fibre espagnole qui perce quelque part. Le grand-père de mon épouse est un anarchiste espagnol. Elle est complètement fluente en espagnol. Moi, je suis aussi hispanophile. Et là, à Madrid, on découvre... Non, n'ayez pas peur, quand je vous fais un signe, ça veut dire qu'on va bientôt s'arrêter, mais vous pouvez terminer votre phrase. Et là, à Madrid, on découvre l'horreur, c'est-à-dire gérer 200 morts, 200 blessés graves dans des endroits différents, avec des moyens qui sont les moyens équivalents qu'à Paris, eh bien, c'était la désorganisation totale. Et ce qu'ils nous ont appris nous a beaucoup aidé à créer ce plan Rouge Alpha. Bien. Vous racontez votre parcours de vie dans un livre qui vient de sortir qui s'appelle De sang et d'or. Vous pouvez le montrer à la caméra. Quand l'urgence est une vie, chez Mareux Éditions. À quoi le titre de votre livre fait-il référence ? Alors, le titre, il y a le titre et une raison et un clin d'œil. Bon, le clin d'œil, je viens d'en parler, je suis catalan et sont les couleurs de la Catalogne. Mais la raison du titre, c'est que quand je me retourne sur mon passé, je vois qu'il est jonché de centaines de morts et de plusieurs drames. Et puis souvent on me dit, mais comment vit-on avec ça ? Mais de notre côté, j'ai une vie extraordinaire. J'ai une vie extraordinaire dans le sens de en dehors de l'ordinaire, avec un travail d'équipe remarquable. Et ça n'a pas de prix. C'est de l'or. À force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. C'est de qui ça ? Edgar Morin. Ouais. Oui, c'est une phrase que j'aime bien parce que en permanence on est sur l'urgence. Alors l'urgence, pas celle que j'ai connue, mais tout est urgent à la vie. C'est urgent d'avoir une note pour le chef de service ou subordonné. C'est urgent de faire ci, c'est urgent de faire là. Et donc, de côté, on a une société qui est en même permanence sur l'urgence. C'est l'urgence politique à décider des choses sans trop y réfléchir. C'est l'urgence de faire un tweet au lieu de faire une réflexion avec des propositions beaucoup plus structurées. Donc, en fait, malheureusement, on est dans une société qui est toujours dans l'urgence. Et puis, on oublie souvent l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, c'est la vie et la mort, quoi. L'humanité doit toujours être le fil conducteur de votre métier. Ça, c'est l'éthique du sapeur-pompier de Paris. Oui, elle est un peu plus longue que cela, mais oui, c'est pas toujours facile, surtout lorsque les sapeurs-pompiers eux-mêmes sont caillassés, de faire preuve d'humanité. Mais c'est ce qui doit rester le fil conducteur. Et pour venir à cette problématique-là, parce que je voulais en venir en posant la question. Les sapeurs-pompiers, malheureusement, de plus en plus, sont
agressés, mais pas que. Il y a ce qui n'était pas le cas avant. Ils étaient respectés et admirés. Mais chose qui, alors ça fait un peu le buzz, c'est un peu normal, hein, que ça fasse le buzz, non, pas qu'ils soient agressés. Mais il n'y a pas que ça, et malheureusement. Moi, je le vois tous les jours parce qu'actuellement, je suis en retraite de l'armée depuis 2017. Je continue à travailler, à prendre des gardes à la régulation au SAMU. Au SAMU 47, puisque je suis provincial maintenant. Faites de la régulation, et ça, c'est un sacré boulot. Hein. Et c'est un travail qui est intéressant parce que c'est un travail qui nécessite un esprit de synthèse. Et toutes mes régulations, je me bats contre des gens qui voudraient que je leur envoie les pompiers. Ils considèrent que les pompiers, c'est le taxi gratuit de la République. Combien de fois, moi je dis non, votre fille de 14 ans qui s'est fait une entorse au basket, vous la mettez dans la voiture, vous la menez. Si j'envoie les pompiers, d'abord ça a un coût. Et non seulement ça a un coût, c'est qu'ils sont indisponibles. Et puis, en province, c'est pas comme les pompiers de Paris, il n'y a pas les moyens. Ce qui veut dire que dans un village, lorsque les pompiers vont amener à 30 km la jeune fille pour passer une radio, eh ben, ils sont plus disponibles. Et si dans ce même village, il y a un monsieur qui fait un arrêt cardiaque, eh ben, les pompiers qui viendront, ils viendront d'une commune qui a 10 ou 15, 20 km. Et donc, les chances de ce patient seront gravement entravées. Et donc, il y a cette espèce de mépris. Alors, il y a le mépris, je dirais, visuel, hein, le caillassage, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette espèce de mépris. Bon, on les considère un peu comme les taxis de la République. Et ça doit cesser, quoi. Mmh. Alors qu'on le disait tout à l'heure, hein, Paris a toujours été à la pointe de la médecine d'urgence préhospitalière. Hein, c'est vraiment une unité pionnière dans la médicalisation des secours en France. Il faut le savoir. Oui, c'est les premiers. Moi, j'ai participé à l'époque, j'étais tout jeune médecin à la brigade, notamment dans la prise en charge de l'infarctus, qui est expliqué dans le livre. D'ailleurs, alors, on va expliquer parce que vous avez vu les choses changer. En 40 ans, oui. L'AVC, l'infarctus... Oui, l'AVC, l'infarctus, enfin beaucoup de choses ont changé, mais en particulier l'AVC et l'infarctus. Et d'ailleurs, c'est intéressant de parler de l'AVC et de l'infarctus, et j'en parle dans le livre, on fait un saut dans le livre, parce que à la fin du livre, je dis, il y a une phrase classique que posent souvent d'ailleurs des journalistes, est-ce que c'était mieux avant ? Et alors, j'ai l'habitude de dire à mes filles, cette phrase est débile, non pas la phrase qui est débile, mais elle est débile dans la manière de la poser, puisque par définition, celui qui pose la question attend qu'on lui réponde oui ou non. Alors que c'est une véritable question, à mon sens, philosophique, c'est-à-dire, que veut dire avant ? Est-ce que avant, c'est il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, voire plus ? Et puis surtout, de quoi on parle ? Parce que, je donne cet exemple, quand on parle de la médecine, tout simplement de la médecine et de l'offre de soins, hein, donc il y a quelque chose d'assez sérieux, hein, c'est pas les rapports hommes-femmes, c'est pas les conditions de travail, c'est pas les moyens de déplacement, etc. La médecine, tout simplement la médecine, eh bien, on se rend compte, moi particulièrement où je suis, c'est qu'en 40 ans, la médecine en tant que telle a fait des progrès énormes. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, lorsqu'on avait un infarctus, on ne traitait pas l'infarctus, on ne traitait pas le véritable infarctus, on attendait que ça se passe et que ça passe bien. Quand on avait un accident vasculaire cérébral, qu'un vaisseau se bouchait dans le cerveau, on attendait que ça récupère par la nature, tout simplement. Et depuis, on sait déboucher les artères du cœur qui sont bouchées, on sait déboucher les artères du cerveau, à condition bien sûr que ce soit fait tôt. Donc il y a les cancers, le traitement, depuis 40-50 ans, sont améliorés de manière considérable. Là, je parle de la prise en charge des pompiers, parce que les pompiers sont souvent appelés en cas d'AVC, en cas de... Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'en 40-50 ans, la médecine a fait des progrès énormes, et malheureusement, en parallèle, l'offre de soins, l'accès aux médecins traitants, etc., c'est extrêmement complexifié et devenu difficile. Mais par exemple, quand on appelle les pompiers en cas par exemple d'infarctus, qu'est-ce qui a changé dans la prise en charge ? Que ce qui a changé... C'est passionnant, ça. Alors, ça a été des débats quand même. Oui, alors il y a 3 étapes. Hein. On va dire avant les années... le début des années 80, un infarctus, c'est un vaisseau le cœur est un muscle. Donc le muscle, il a besoin de sang qui lui apporte de l'oxygène. Donc, et ce sang, il arrive par des vaisseaux qu'on appelle les artères coronaires, parce que tout simplement, elles forment une couronne autour du cœur, c'est pour ça qu'on l'appelle coronaire.
lorsqu'on a un infarctus, l'immense majorité du temps, c'est parce qu'il y a un petit caillou d'une plaque qu'on appelle d'athérome, c'est-à-dire d'une malformation à l'intérieur des artères, qui va boucher une des artères. Et il se passerait, comme il se passerait si vous avez, des tuyaux qui arrosent le jardin, il y a un tuyau qui est bouché, donc il y a une partie du jardin qui n'est pas arrosée, et puis au bout d'un certain temps, vous apercevez que l'herbe est verte partout, sauf l'endroit qui n'est pas arrosé. Et bien là, se passe exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une partie du muscle, en fonction de l'artère qui est bouchée, qui n'est plus arrosée et qui n'est plus servi en oxygène. Donc ce qu'il faut faire, c'est déboucher les tuyaux, et le déboucher le plus rapidement possible, parce qu'au bout de certain temps, le muscle va mourir et il ne va pas régénérer. Donc avant les années 80, on ne savait pas faire ça. Donc on attendait que la nature fasse son œuvre, qu'il y ait une compensation, et il y avait une mortalité énorme. Il y a des acteurs célèbres qui sont... moi je suis d'une génération où j'ai connu ça, et des gens mouraient de l'infarctus, Lino Ventura, Louis de Funès. Alors même les jeunes générations connaissent ces acteurs-là. C'est des acteurs qui ont été tarissés qui auraient été sauvés aujourd'hui, en fait. Alors c'est difficile à dire parce que je ne connais pas leur cas, mais du moins ils n'ont pas eu toutes les chances qu'on a aujourd'hui. Ils n'auraient pas été pris en charge. Et dans les années 80, et c'est le service médical d'urgence des pompiers de Paris qui l'a fait, qui l'ont fait les premiers en Europe, c'est d'aller injecter au domicile, après avoir fait un diagnostic avec un ECG sur place, un produit qui va déboucher les artères, qui est en fait du desktop médicamenteux, déboucher les artères et permettre la réirrigation du cœur. Alors depuis, il y a d'autres techniques qui sont développées, qui sont encore plus performantes que le desktop, c'est d'amener dans des salles qu'on appelle de coronarographie, où là en fait, vous allez chez un plombier, pour être simple, qui va avec une espèce de perche, aller déboucher, sortir le caillou, parce que là on est beaucoup plus efficace, hein. C'est comme si vous essayez d'enlever un amas de cheveux dans la salle de bain, dans le tuyau de la salle de bain, vous avez le desktop et vous avez allé le récupérer à la main, vous apercevez que c'est quand même plus efficace en allant le récupérer à la main qu'avec le desktop. Là c'est exactement la même chose. Bon, alors ça fait partie de ce qui a changé. Bon, pour l'AVC aussi, pour l'arrêt cardio-respiratoire aussi. L'arrêt cardio-respiratoire, c'est la défibrillation précoce, c'est-à-dire le cœur s'arrête et lorsque la cause est cardiaque, dans l'immense majorité des cas, il se met en ce qu'on appelle en fibrillation ventriculaire. Et donc, les 3 choses qu'il faut faire en priorité, c'est d'abord alerter les secours, bien sûr, parce que tant qu'on ne les aura pas alertés, ils ne vont pas venir. Pratiquer du massage cardiaque qui va entraîner une suppléance de la fonction de circulation du sang, et essayer de faire repartir le cœur en défibrillant, c'est-à-dire en cassant cette fibrillation, en espérant que le cœur reparte, et donc en mettant à disposition, d'abord dans un premier temps, pour des pompiers non médecins, ça a été une bagarre dans les années 90, parce que les instances médicales voulaient garder leur précaré, c'était un acte médical, et ces appareils automatiques, c'est eux qui font le diagnostic, et puis après, dans un deuxième temps, et où on en est là maintenant depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la défibrillation grand public, c'est-à-dire que le défibrillateur, il est à disposition comme un extincteur, et c'est extrêmement facile d'utilisation, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre qu'un appareil, qu'un magnétoscope, même si maintenant ce type d'appareil est de moins en moins utilisé. C'est extrêmement simple et ça permet effectivement de sauver des gens. Vous racontez dans votre livre que vous avez été de très 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 nombreuses fois obligé d'annoncer la mort d'un proche, soit à des parents, soit à de la famille, et vous dites: lorsque j'annonce la mort d'un proche, je le fais toujours les yeux dans les yeux, le plus souvent en prenant la main de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice. Et même si le regard de l'autre, c'est « dis-moi qu'il va vivre, dis-moi que tu vas le sauver ». Oui, c'est, je dirais, c'est grandeur et servitude du métier, quoi. En fait, l'idée du livre, d'ailleurs, même, m'est venue au cours de ma carrière. Donc, je suis resté 20 ans chez les pompiers de Paris, mais après j'ai fait autre chose, j'étais toujours militaire. Vous êtes allé à l'hôpital? Alors je suis allé à l'hôpital de Percy, j'étais chef de service des urgences, j'ai été au ministère de l'Intérieur, j'étais conseiller général du directeur de la sécurité civile, ce qui m'a permis de faire une très très belle mission qui était en Haïti, d'être médecin-chef de la sécurité civile et participer au sauvetage de Darlene qui a été sauvé 15 jours après le séisme. D'ailleurs, la photo de couverture du livre reprend cet événement. Et puis, dans cette époque-là, dans les années 2010, je suis redevenu militaire, j'ai mis un treillis,
et je suis parti à Kaboul comme médecin-chef de l'hôpital de l'OTAN. Alors, rejoindre votre épouse, hein. Alors, pas tout à fait la rejoindre, heureusement, parce que mes filles... Non, mais votre compagne qui a été partie avant. Oui, c'est ça. Elle était partie, elle est anesthésiste, était partie comme anesthésiste dans cet hôpital d'avril à fin juin, et moi, je suis parti comme médecin-chef de l'hôpital du 26 septembre 2011 exactement au 26 janvier 2012. Donc, la famille est partie. Elle avait ouvert la ligne. La ligne, tout à fait. Ouais. Puis comme ça nous fait quelque chose de commun à partager. Et c'était une mission assez extraordinaire, hein, parce que diriger un hôpital en guerre, dans une situation de guerre, c'est... Alors c'était un hôpital sous administration française. Hein. Alors c'est un hôpital OTAN, mais à majorité française. Ouais. Voilà. Et, voilà. C'est pour ça que vous êtes retrouvé là-bas. C'est pour ça que je suis retrouvé là-bas, et médecin-chef de l'hôpital. Et le rôle du médecin-chef, le médecin-chef de l'hôpital a beaucoup de rôles, et notamment c'était celui... qui a été la clé d'admission non pas des militaires de l'OTAN, parce que là, par définition, l'état-major de l'OTAN nous envoyait en nous prévenant, l'hôpital était là pour ça, mais par contre, l'hôpital et historiquement le service de santé des armées français, depuis Napoléon, a toujours aidé les populations locales. D'ailleurs, la devise du baron Percy, donc je pense qu'en région parisienne, les gens connaissent l'hôpital Percy. Le baron Percy, qui était un des médecins de Napoléon, avait sa devise, c'est « Aller où la patrie et l'humanité vous appellent ». Donc ça veut tout dire, c'est-à-dire on est là bien sûr pour la patrie, donc pour les soldats, mais aussi pour la population locale. Et donc le médecin-chef de l'hôpital de l'Hôtel, c'est lui qui décidait qui ont fait rentrer en plus des militaires de l'OTAN. Voilà. Alors, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Non, mais si, parce que ça voulait dire que vous avez peut-être laissé rentrer des gens qui n'étaient pas faits pour cohabiter. Oui, alors... oui ou non ? Oui, oui, mais c'est un problème. C'est un problème, mais après... qu'on soit clair, c'est vrai que j'ai eu à gérer parce qu'il est difficile, par du personnel, notamment du personnel infirmier, parce que c'est eux qui sont souvent en contact des patients, de soigner un jeune militaire français qui a les deux jambes arrachées d'une mine posée par un taliban, et puis recevoir 2 jours après quelqu'un qui a été blessé, dont on n'est pas sûr que c'était peut-être pas un taliban ou pas. Alors, c'est pour le chef, ça nécessite pédagogie. Premièrement, d'abord comprendre leur désarroi. Deuxièmement, leur expliquer que c'est la loi, hein, c'est la loi de la guerre, c'est-à-dire que même les combattants blessés, on doit les prendre en charge. Et puis, troisièmement, c'est un problème de valeur. Si on était là-bas, c'est pour défendre un certain nombre de valeurs, et ces valeurs, c'est celle-là. Claude Fuida est notre invité aujourd'hui. Il faudrait 10 émissions. D'abord parce que vous parlez beaucoup, et en plus parce que vous avez eu plusieurs vies. Bah oui. Je ne sais pas combien vous avez eu de vies, mais vous en avez eu quelques-unes, vous. Hein. Bon, ben oui. Vous publiez justement votre histoire de sang et d'or quand l'urgence est une vie chez Mareuil Éditions. Quel est le rapport entre la médecine d'urgence et le rugby ? La médecine d'urgence rugby, d'abord parce que j'ai fait les deux, le rugby quand j'étais jeune, et puis dans la médecine d'urgence, souvent on me dit mais tu es fier d'avoir sauvé des gens, etc. Bon, oui, bien sûr, on ne peut pas dire qu'on ne soit pas fier de sauver des gens, mais lorsqu'on dit oui, je suis fier, il faut tout de suite immédiatement avoir beaucoup d'humilité, parce que on sauve personne tout seul. Voilà. Et j'ai l'habitude de mettre cette première analogie, on verra sur le rugby après, que c'est comme un chef d'orchestre. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, ça que c'est-à-dire que, dire, oui. Au mieux, je suis un chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est bien d'être un bon chef d'orchestre. Mais enfin, si le chef d'orchestre il a des musiciens qui sont nuls, le concert il sera nul. Donc c'est parce que c'est l'équipe qui est performante que. Alors bien sûr, le chef il sert à dynamiser l'équipe, à l'optimiser dans son efficacité. Mais seul on ne fait rien, quoi. Et le rugby c'est un peu pareil, parce que le rugby c'est un sport. Si on veut comparer avec le football, plus que le football, alors, avec certaines limites bien sûr, mais un footballeur très bon va dribbler, va passer des gens et va marquer un but, et donc des actions individuelles sont assez fréquentes, et le footballeur est très content d'avoir marqué le but. Au rugby, la plupart du temps, pas toujours, ça peut arriver qu'il y ait une action individuelle qui soit seule et isolée et qui marque un essai,
Mais la plupart du temps, quand on regarde les essais au rugby, celui qui marque l'essai, c'est pas celui qui fait la plus belle forcément action de jeu, mais c'est parce qu'on lui a passé la balle au dernier moment, il a aplati l'essai. Donc il n'a pas à se glorifier en marquant l'essai, parce qu'en fin de compte, certes, il a marqué l'essai, mais souvent ceux qui ont fait les plus belles actions, elles étaient avant, et heureusement, il a eu la balle lorsque il y avait plusieurs défenseurs qui avaient été passés, quoi. Voilà donc un peu l'analogie entre le rugby et la médecine d'urgence, c'est fierté et humilité. Vous êtes de garde le week-end du 30 août 1997. Alors la soirée avait commencé dynamiquement pour vous, par un accouchement. Fin d'après-midi, pour être précis, un accouchement qui ne se passe pas très bien, qui saigne, et on l'amène à l'hôpital Foch. Je vais aider l'équipe médicale sur place. Et puis, dans la soirée, je prends des nouvelles de cette patient. Je téléphone à l'hôpital Foch parce que elle était quand même dans un état un peu catastrophique. Et puis, tout s'est bien passé. Et en téléphonant, j'apprends que l'obstétricien de garde, le docteur Hervé, qui est un ami, et il me donne des nouvelles et puis il me dit passe, tu verras la patiente. Là c'est à peu près 23h cette heure-là, et donc moi je suis de garde comme directeur d'esco médicaux, ce qui veut dire que j'ai une voiture, un chauffeur, et je suis de garde pour l'ensemble du département, l'ensemble de la région plutôt, territoire de la brigade, pour être simpliste, et je reviens de Roissy à Orly, l'essentiel d'être en permanence disponible. Donc on se rend sur l'hôpital Foch qui est à Suresnes. Et je vois la patiente, je vois mon ami obstétricien, et il est 00h30, et je reçois un appel de l'état-major des sapeurs-pompiers de Paris qui m'informe qu'il y a un accident a priori grave sous le pont de l'Alma et qu'il y aurait un VIP dedans. Et je ne laisse pas finir la phrase et je dis on s'y rend tout de suite, et on part, on traverse le bois de Boulogne, une vitesse un peu rapide, et on arrive sous le pont de l'Alma. D'accord. Ce qui a changé, c'est qu'entre-temps, il y a eu les portables. Parce qu'avant, il n'y avait pas les portables. Votre métier a dû changer beaucoup. Oui, en 97, j'avais un portable déjà. Déjà ? Oui, j'avais un Vous portable. avez un Radiocom 2000. Non, c'était un vrai portable, mais il était plus gros que les actuels. Avec une valise qu'on portait. Vous arrivez sur place, il y a du monde, quand même. Oui, alors il y a plein de monde. D'abord, la voiture, c'est un accident très important. Alors, je pars, non pas parce qu'il y avait un VIP, même si c'est une raison de déclencher le directeur des secours médicaux. Alors qu'on précise tout de suite, ce directeur des secours médicaux des sapeurs-pompiers de Paris, il est là pour 3 missions. En gros, dès qu'il y a plusieurs blessés, on l'a vu, c'est sa mission, je dirais, principe de base. La deuxième mission, c'est d'aider un médecin sur une intervention, soit parce qu'il le demande d'avoir une aide, soit parce que l'intervention est un peu complexe, qu'il faut aller vite et bien. Exemple, quelqu'un sous le métro. Voilà. Et la troisième mission, c'est un VIP. Et à Paris, il y en a beaucoup, les politiques, le showbiz, etc. Alors non pas pour qu'on envoie ce médecin, à l'époque on était 4 à prendre la garde, donc c'était la crème, on va dire. C'est pas parce que dire le VIP, il faut qu'il soit mieux soigné que le guidable. Non, c'est pas du tout ça. Bon, même qu'effectivement, il vaut mieux éviter un quiproquo. Mais surtout, c'est que le médecin, il doit faire de la médecine sereinement. Et il ne doit pas être parasité par parce que la personne qui prend en charge est une personne très importante. Donc le fait d'envoyer un médecin ancien qui a du recul et qui a du background permet de dire au médecin sur place, tu t'occupes de la victime comme si c'était quelqu'un d'autre, et moi je m'occupe de tout ce qui est périphérique et qui pourrait te gêner, te polluer. Donc en fait, quand je pars pour revenir sur le pont de l'Alma, quand je pars, j'ai 2 raisons d'y aller. A priori, parce qu'il y a plusieurs blessés graves. Et puis un VIP. Mais cette notion de VIP, à la limite, je m'en fiche un petit peu. D'abord, je ne sais pas qui c'est. Et puis surtout, c'est un endroit qui est extrêmement accidentogène, où les pompiers de Paris, dans les années précédentes, ont fait souvent des accidents graves. D'accord, vous arrivez sur place, et donc qu'est-ce que vous constatez ? Alors, moi j'arrive sur place. Alors, premièrement, les secours sont engagés de manière remarquablement efficace, tout simplement parce que les informations sont très bonnes d'emblée, très bonnes parce qu'il y a les photographes qui suivent Diana qui appellent les secours, mais surtout parce qu'il y a un médecin. Vous ne savez pas que c'est Diana ? Ah non, je ne sais pas, je vous le dirai juste après. Un médecin arrive dans les premières minutes après l'accident. Ce médecin est un médecin d'SOS Médecins qui a fait son service national chez les pompiers, donc il connaît très bien le fonctionnement des pompiers, et il téléphone. Lui, bien sûr, ne sait pas que c'est des Diana,
et dit que c'est un accident très grave. Il y a plusieurs polytraumatisés qui sont incarcérés, donc il faut à la fois des moyens secouristes, des moyens de réanimation, de médecins réanimateurs, et des moyens de désincarcération. Donc d'emblée, des premières minutes, partent trois véhicules de secours à victimes, pour être précis, pour les pompiers, un véhicule de désincarcération et 3 équipes de réanimation, 2 du SAMU de Paris, une des pompiers de Paris, et puis le directeur des secours médicaux des pompiers de Paris. Lorsque je me présente, la première équipe de réanimation, enfin bien sûr les premiers secouristes sont arrivés puisqu'ils sont à quelques mètres, puisque la caserne de Malard est juste de l'autre côté du pont, et ils sont arrivés les premiers. L'équipe de SAMU de Paris vient juste d'arriver, ils sont en train d'ouvrir les portes, de sortir le matériel. L'équipe des pompiers de Paris est juste derrière mon véhicule. Donc quand j'arrive, j'ai 2 médecins à ma disposition, j'ai 4 victimes. Il y a le conducteur qui est mort, on ne peut pas dire autrement, puisqu'il a un arrêt cardiaque, et puis il est irréanimable, puisqu'il est complètement incarcéré. Pour le sortir et pour pouvoir pratiquer du massage cardiaque, il faudrait attendre 20 ou 40 minutes de désincarcération, donc il est décédé. À l'avant, celui qui est passager avant, qui s'avère être le garde du corps, le moteur de la Mercedes sur les genoux, pour être précis. Pour parler. Pour parler simple. Le visage qui est un peu fracassé. À l'arrière, une jeune femme aux cheveux blonds qui est consciente, juste un petit peu omnubilée. Et par terre, un homme d'une 40aine d'années qui était dans le véhicule, qui était sorti parce qu'il était en arrêt cardiaque, et les pompiers sont en train de pratiquer du massage cardiaque. Donc j'ai bien sûr l'information qu'il y a une troisième équipe. On imagine que c'est Dodi Al-Fayed. C'est Dodi Al-Fayed. Ouais. Donc moi je dis aux médecins du SAMU de prendre la jeune femme, aux médecins des pompier qui était mon adjoint direct, de prendre l'incarcéré pour travailler en équipe avec l'équipe de désincarcération des pompiers. Et puis, je sais qu'une troisième équipe va arriver dans les minutes. Et lorsqu'on est arrêt cardiaque, pendant que les pompiers massent, notre action médicale, c'est de mettre un tube dans la trachée pour sécuriser les voies aériennes. Donc, je fais ce geste-là. Ce geste à peine fini, la troisième équipe arrive. Et donc là, chaque blessé grave a son équipe médicale. Donc là, je vais maintenant me renseigner qui est ce VIP. Donc, je pose la question aux premiers pompiers qui sont sur place, ils ne savent pas, aux médecins du SAMU qui est là, il ne sait pas. Et puis, il y a plein de monde, la police arrive en nombre. Et puis, il y a un policier qui est plus important que les autres, je vais le voir. Moi, à l'époque, j'étais médecin commandant. Et je lui dis, mais l'état-major des pompiers m'a dit qu'un VIP, c'est qui? Et là, il me dit, sans s'arrêter, cette phrase, c'est des Didi. Et j'ai pas compris Didi. Oui, non, dit comme ça, même moi, j'aurais pas compris. Mais voilà, bon. Et il me répète, et du coup, il me dit, c'est la princesse de Galles. Alors là, je comprends, je vais la voir et je la regarde. Vous lui enlevez son masque. Il y a le pompier qui lui tient un masque oxygénant. Je retire son masque 2 secondes pour voir le visage. Et là, bien sûr, je la reconnais puisqu'elle n'était pas du tout baissée, mais elle était un peu échevelée. Je ne m'attendais pas à voir la princesse de Galles quand je suis arrivé. Donc. Et tout de suite, la première action, je prends le téléphone, je rencontre à l'état-major des pompiers que le VIP, c'est la princesse de Galles. Quoi. Et pendant que je parle, le préfet de police arrive, Philippe Massoni arrive, donc je dis, écoutez, si le préfet de police arrive sur mes talons, c'est que c'est bien la princesse de Galles. C'était la femme la plus connue du monde à l'époque. Ouais. Il faut quand même pour resituer à ceux qui nous écoutent, c'était la femme la plus connue du monde. C'est-à-dire que je ne sais pas combien vous étiez, mais personne ne l'avait reconnue. Non, personne ne l'avait reconnue. Alors qu'elle n'était pas du tout, autant le garde du corps avait le visage extrêmement amoché, mais elle, pas du tout. Elle était consciente. Vous dites qu'il y a une échelle pour. Oui, il y a un score qu'on appelle le score de Glasgow qui permet de mesurer l'état de conscience. Elle était très consciente. Alors, 3, c'est le coma profond, le plus profond, et 15, c'est normal, c'est-à-dire qu'on est complètement orienté dans le temps et l'espace, et elle se situe entre 13 et 14. Voilà. Oui, donc elle était très consciente. Alors, elle parlait, c'était pas tout à fait compréhensible, mais puis moi, je ne vais pas passer mon temps à lui parler, puisque moi, au début, c'était pour faire le tri des victimes, pour évaluer les gravités de chacun. Je lui ai pris le pouls, j'ai évalué sa conscience, et je lui ai dit au médecin de s'en charger. Après, je l'ai pas, c'était pas moi qui allais la prendre en charge, quoi. Elle a été évacuée à l'hôpital de la Pitié. Elle décède à 4h du matin. Vous dites que c'est très fréquent dans un accident où quand les personnes se défenestrent finalement, ou très vite. En fait, c'est pas un secret médical parce que c'est marqué, c'est dit partout. En plus, même le communiqué médical
qui a été fait le matin même par les médecins de la Pitié Salpêtrière le disent. Elle est morte, donc je ne révèle rien. Elle est morte d'une hémorragie interne intrathoracique. Voilà. Donc, et ces lésions, on les voit entre autres dans ces lésions de décélération majeure, en particulier dans les défenestrés, qui est une pathologie extrêmement fréquente à Paris, en région parisienne. Oui. Moi, lorsque j'étais là en action, pour être assez précis, j'avais fait une étude qui montrait que, mais ça c'était dans les années 90, mais je ne pense pas que c'est beaucoup changé, il y avait plus de blessés, pour parler des blessés graves, non pas tous les blessés confondus, mais il y avait plus de blessés graves par accident de circulation que par défenestration que par accident de circulation, quoi. Donc on se jette beaucoup par les fenêtres à Paris, et la plupart du temps c'est pas des accidents, c'est des actes volontaires. Bon. Lady Di, on vous a demandé de vous taire à un moment donné, dans votre hiérarchie, vous a dit non, tu ne dis rien, ou tu ne parles pas aux journalistes Non, rien. Mais en fait, on m'a peu. On vous a peu interrogé à l'époque. Oui, finalement. On m'a interrogé il y a peu, mais non, j'ai aucune consigne. Et puis, vous savez, je suis un électron libre. Il y a des choses qu'il faut préserver lorsqu'on est médecin, c'est le secret médical. Bon, là, le secret médical, si vous voulez. Moi, j'essaie d'en dire moins que ce qui est écrit partout dans Internet. Moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est plus la situation qui a plus intérêt. Vous savez, la lésion interne qu'elle a, etc., ça intéresse personne. Par contre, ce qui me semble intéressant de raconter dans ces histoires, d'abord, c'est comment sont passés, éviter les fantasmes. Les secours ont été... D'ailleurs, les photographes ont été initialement accusés potentiellement de non-assistance à personnes âgées. Mais c'est tombé tout de suite pour une simple raison, c'est que les photographes, lorsqu'il y a un accident, personne ne vous demandera de soigner quelqu'un. Ce qu'on vous demandera, c'est de bien appeler les secours. De prévenir. Et là, les secours ont été appelés remarquablement efficacement. Donc, qu'est-ce qu'elle vous a dit, Lady Di ? Les mots étaient incompréhensibles, donc elle m'a pas dit bonjour, je vous reconnais, je vous rassure, mais ces mots étaient incompréhensibles, c'était quelques mots, mais en plus je l'ai pas entraîné dans la discussion, moi je l'ai fait parler pour voir si elle parlait, tout simplement, pas vraiment. Bon, elle parlait, elle avait un pouls bien frappé, c'est-à-dire que j'avais évalué la conscience, je savais où elle était, j'avais évalué l'état circulatoire en lui prenant le pouls, ces deux éléments me suffisaient et je l'ai confié au médecin du SAMU qui était là, quoi. Bon, la suite est dans votre livre de sang et d'or, quand l'urgence est une vie, chez Mareuil Éditions. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous repartez à Agen. Oui, voilà. Parce que je suis de Gare-de-Main. Vous n'avez pas trop l'accent. Non, mais en fait... Ni de Perpignan, ni d'Agen. Je veux dire, j'ai eu 70 ans l'été dernier. J'ai vécu une petite vingtaine d'années, un petit peu moins, à Perpignan. Donc, j'y retourne régulièrement. Mais j'ai vécu de 1984... J'ai vécu à Lyon ensuite pour faire des études de médecine. Et de 84 à 2017 à Paris. Donc vous avez perdu votre accent. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes passionnant parce que vous êtes passionné. On vous a écouté avec beaucoup de plaisir. Merci à vous de nous avoir prêté vos oreilles et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.